Euh, Juste pour rappeler brièvement l'histoire un peu de ce pays qui s'appelle la France, la notion, mais c'est aussi d'où je viens, le monde anglo-saxon, etc., cette notion de passion. Et là, j'ai regardé votre célèbre dictionnaire de Larousse de 1873 pour découvrir que la première référence au mot passion, c'est celui auquel on pose la question chez l'inquisiteur. Poser la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire torturer. Bref, dans la religion chrétienne, il était interdit de faire du mal à autrui. Il était interdit de tuer quelqu'un. Tu ne tueras point. Donc, ils ont choisi un mot pour décrire la personne qu'ils torturaient, pour dire que ce n'est pas une personne, c'est un patient. Ce n'est pas une personne, donc nous avons le droit de le torturer et ensuite, nous avons le droit de le tuer. Celui qui est condamné à mort, le mot classique, jusqu'à la Renaissance, pour le condamné à mort en France, c'était le patient. Le bourreau coupait la tête au patient. C'est terrible lorsqu'on y pense, l'origine du terme. Ensuite, ce qu'on trouve, c'est évidemment ce monsieur célèbre Ambroise Paré. Vous le connaissez, surtout les gens qui habitent le 92. Ambroise Paré, c'était le premier grand chirurgien, aussi au niveau mondial, mais sur qui il expérimentait ses premières interventions? Sur des patients. Bref, sur des condamnés à mort. En échange pour leur vie, il expérimentait ses interventions chirurgicales sur des patients. Il n'avait pas le droit religieusement de faire ça sur des êtres humains, sur des gens. Il le faisait sur des patients. Et là, je suis toujours donc dans le dictionnaire Larousse de 1873. C'est seulement la quatrième définition où on trouve celui qui souffre, ensuite celui qui tolère, et ensuite celui qui persévère avec tranquillité. Bref, c'est un mot bizarre, notre mot patient. C'est un mot qui déshumanise la personne devant nous, afin qu'on puisse opérer dessus. Et tout l'enjeu, c'est que historiquement, nous avons une relation soignant-malade qui s'est construite autour de cette notion de patient. Et c'est cette révolution qu'on cherche à mettre en place actuellement dans le XXIe siècle. Changer ça. En psychiatrie, ça donne quoi? Ça donne tout un mouvement de résistance qui se développe dans la fin du siècle dernier. Donc, je lis la citation de Patricia Deegan, donc de ce mouvement aux États-Unis, la libération de ce système psychiatrique. J'avais 18 ans, j'ai demandé au psychiatre ce qui n'allait pas avec moi. Il me dit, vous avez une maladie appelée schizophrénie chronique. C'est une maladie qui est comme le diabète. Si vous prenez des médicaments pour le reste de votre vie, évitez le stress, peut-être que vous pourrez la surmonter. Et comme il parlait, je sentais ces mots réduire à néant mon espoir déjà fragile, mes rêves et les aspirations de ma vie. Encore quelques 22 ans plus tard, j'entends toujours l'écho de ces mots comme un souvenir taraudant qui demeure en moi. Maintenant, je comprends pourquoi cette expérience m'a fait tant de mal. En résumé, le psychiatre me disait que ma vie, simplement parce que j'avais l'étiquette de schizophrène, était comme un livre fermé. Il me disait que mon futur avait déjà été écrit, mes objectifs et les aspirations qui me faisaient rêver étaient simplement des fantasmes dans le cadre de son pronostic de catastrophe. Bref, le diagnostic d'une maladie psychique grave, c'était pour ces gens-là une condamnation à vie. Vous n'êtes plus dans la société. Vous étiez mis à l'asile. Évidemment, Patricia Deegan, c'était dans un pays primitif, les États-Unis. On le voit aujourd'hui à la télévision, ô combien c'est primitif. Et avec un système psychiatrique très dur et très cher. Mais tout un mouvement s'est créé, ce mouvement, pour des usagers et ceux qui s'appelaient eux-mêmes les survivants et les ex-usagers de la psychiatrie. Et ce qu'ils font en premier lieu et le plus émouvant, c'est qu'ils publient des comptes rendus de leur rétablissement de maladie mentale grave. Bref, ils introduisent l'idée qu'on peut aller mieux. Est-ce que c'est clair, tout le monde?
est-ce que c'est clair pour tous les membres de l'UNAFAM? On peut aller mieux. La notion de recovery est née. Donc, recovery, il pique ce mot des mouvements comme Alcooliques Anonymes. Le sens de prendre ce mot-là, c'était de dire qu'on n'est jamais, qu'on a cette expérience toute sa vie. Ça nous a enrichis. On ne va pas y retomber, mais ça nous a appris quelque chose. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Donc, ce n'est pas guérison, c'est recovery, traduit par les Canadiens par rétablissement. Et surtout, il dénonce, comme on a vu avec Patricia Deegan, la stigmatisation, la discrimination, l'isolement, l'enfermement. Et il revendique le droit d'être acteur de leur vie et acteur de la société. Bref, de ne plus être patient. Donc, le mot que nous, on utilise à Paris, ils sont action, le contraire de patient. Par quel chemin, et c'est ici la commande de l'UNAFAM à moi aujourd'hui, l'empowerment. OK? Drôle de terme. Vous avez cette notion-là, démocratie. Vous avez ça en France? Je vois qu'elle sourit, Jocelyne Viato. C'est terrible. Ça vient démocratie, démos et kratos. Maintenant, Jocelyne, démos, c'est quoi? Démos, c'est le peuple. Et kratos? Kratos, ça doit être le gouvernement. Le gouvernement, mais il faut refaire l'éducation de toute la France sur la signification du mot kratos. Kratos, c'est le pouvoir. Ah. Démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et c'est dans ce même sens qu'on a le mot empowerment. C'est le pouvoir. En un jeu de donner le pouvoir à la personne sur sa vie. Par empowerment, j'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Et vous voyez l'image du dernier président raisonnable des États-Unis. Yes, we can. C'est pas yes, I can. Ce n'est pas juste moi. C'est nous ensemble. On peut avancer ensemble. Yes, we can. Empowerment. OK, les célèbres figures Rappaport et Freire. Une notion qui se stabilise peu à peu historiquement. Je vous montre toutes les différentes traductions françaises. Ça devient presque comique à un certain point, tellement il y a des traductions différentes. C'est fou, hein? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne peux que vous recommander de vous inscrire dans le débat international joyeusement en utilisant le mot empowerment. Bien sûr, vous le prononcez avec un bon accent français, empowerment, et qu'on fonce dans cette direction positivement. Aux origines du terme, c'était un terme générique pour décrire comment les groupes marginalisés surmontent l'exclusion sociale. L'empowerment, c'est né au Brésil, dans les jungles amazoniens. Toutes les tribus qui habitaient ces jungles depuis des siècles, envahies par des industries brésiliennes, portugaises, européennes, américaines, pour exploiter les ressources pétrolières, pour exploiter le bois, etc., de ces jungles. Les tribus avaient zéro pouvoir. Ils ne connaissaient pas leurs droits. Ils ne connaissaient rien. Ils ne savaient pas comment se défendre. Tout le propos avec ce mouvement d'empowerment, c'était de leur donner, de les apprendre, de leur montrer comment ils pouvaient se défendre. Déjà pour maîtriser les langues en question, pour savoir qu'il y a des lois, pour savoir qu'ils avaient des droits, pour savoir comment utiliser ces droits pour se défendre. Bref, empowerment, ce n'est pas juste avoir des fusils. Empowerment, c'est des connaissances, des savoirs, des savoir-faire. Et c'est repris par la suite par tout un ensemble de domaines de différentes populations qui souhaitent prendre le contrôle sur leur propre vie. Donc, ce mot est repris par les mouvements de Black Power aux États-Unis à la fin du siècle dernier. Ensuite, il y a des gens qui sont en train de me regarder. Women's Power. L'idée que ça concernait les femmes aussi. Black Power,
women's power. Et repris dans d'autres mots, black pride, gay pride, la fierté d'être différent, la fierté d'être différent. Donc, d'où cette importance de ce mot empowerment, repris par les Nations Unies dès les années 90. Les personnes doivent participer pleinement aux décisions et aux processus qui décident du cours de leur vie, les Nations Unies. Ce n'est pas juste une question de savoir. Ce n'est pas juste donner des cours à la personne pour qu'il sache des choses. C'est aussi des savoir-faire, savoir comment contacter l'avocat, savoir qu'est-ce qu'il va demander l'avocat, etc., etc. Et c'est aussi les moyens pour les mettre en œuvre, avoir le fric pour payer l'avocat. J'utilise cet exemple parce que c'est l'exemple des tribus amazoniennes. Mais ça concerne royalement les personnes vivant avec un trouble psychique et vous, les personnes vivant avec les personnes vivant avec un trouble psychique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache pour faire bouger le système? Ce n'est pas juste connaître le système, c'est aussi savoir ce qui marche pour le faire bouger. Et ensuite, c'est avoir les moyens pour le faire bouger. D'où l'importance de votre association l'UNAFAM. Je dis ça d'un ton menaçant. Très important. C'est qui l'expert? C'est qui l'expert? Le patient est un expert. Est-ce que c'est clair? Dorénavant, il faut juste penser dans nos têtes à nous tous, la personne vivant avec un trouble psychique, c'est un expert. Il est expert, je vous donne ici des exemples, non pas dans le domaine de la maladie psychique, mais dans le domaine physique qu'on connaît tous. Il est expert au sujet des symptômes qu'il ressent. J'ai mal au dos. Il est expert sur la façon dont il les vit. Je n'arrive pas à trouver une position confortable pour dormir. Je dors donc très mal. Je suis debout toute la journée au boulot et irritable avec ma femme et les gosses. Il est l'expert sur l'histoire médicale du problème actuel. Ça m'est déjà arrivé il y a 1 an et j'ai vu un médecin qui m'avait prescrit quelque chose pour la douleur. Et il peut même être expert de sa maladie. Il s'est informé et formé. Ça fait 20 ans que je gère ma maladie et mes soins. Je me suis formé, je m'y connais pas mal. Si je me trouve en urgence devant un médecin qui ne se connaît pas, je suis souvent obligé de lui expliquer. Donc, toutes ces expertises pratiques de notre vie quotidienne, nous les avons lorsque nous vivons avec une maladie. Les personnes vivant avec un trouble psychique sont dans la même situation. Il faut commencer à voir que ces choses qu'ils subissent, peut-être que c'est une source aussi de richesse sur laquelle on peut s'appuyer. C'est cette notion d'empowerment. La Commission européenne souligne ce rôle central de l'apprenant, que l'éducation soit de nature formelle ou informelle. La nécessité d'une définition large, l'éducation et la formation tout au long de la vie devrait à la fois mettre l'accent sur l'apprentissage qui va de l'enseignement préscolaire jusqu'à l'après-retraite et couvre toute forme d'éducation, qu'elle soit formelle, non formelle ou informelle. Nous apprenons des choses toute la vie et ces choses sont importantes. Les principes sur lesquels se fonde l'éducation et la formation tout au long de la vie et dont dépend leur mise en œuvre effective concernent le rôle central de l'apprenant, l'importance de l'égalité des chances et la qualité et la pertinence des possibilités d'éducation et de formation. Bref, je suis en train de dire que la prochaine révolution, c'est la formation de toutes les personnes vivant avec un trouble psychique et de leurs proches. Formation, accompagnement, empowerment. Et la reconnaissance de la valeur de ça et la reconnaissance de vos compétences et des compétences des personnes vivant avec un trouble psychique. La reconnaissance et la valorisation. Imaginez le service sanitaire, médico-social, social comme une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie. Un lieu où il se prend en charge. Pas de déresponsabilisation dans une prise en charge hétéronome, une prise en charge par une tierce personne. Il peut compter sur une aide adaptée à son problème et non pas adaptée à la seule offre. Ce serait bien.
où il se forme. Comment prévenir, comment vivre avec, comment mieux se soigner, comment construire son projet de vie. Il peut même s'imaginer un avenir en tant que père aidant, professionnel. Bref, de se dire que la personne usagée d'un service de santé, il est là comme acteur de sa santé et c'est là-dedans qu'il se forme. Et peut-être qu'il va devenir, et ces formations, ces connaissances acquises, peut-être que ces connaissances vont être utiles pour d'autres gens. Peut-être aussi que c'est des richesses. Peut-être que ces expériences de la maladie mentale, ces moments durs, ces moments difficiles, peuvent servir à d'autres gens, peuvent enrichir notre société. Je ne peux que imaginer le professionnel non pas comme un gestionnaire des urgences, un régleur de problèmes, un sauveur, mais comme un enseignant, un formateur, un accompagnateur, un allié, un défenseur. Un expert avec une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie, à la disposition de la ville pour aider l'usager pour aider la ville à intégrer l'usager. Un expert qui passe la moitié de son temps avec le milieu de la personne. Bref, est-ce que c'est clair? Les soignants qui s'occupent des personnes qui sont malades dans votre famille, il faut qu'ils passent la moitié de temps avec vous, non pas juste avec la personne. Il faut vous aider à aider la personne. Est-ce que c'est clair? Les sociétés qu'on imagine par la suite, que la personne, que le professionnel dans le système de santé est en train d'occuper de l'employeur de votre fils, de votre fille, malade avec un problème psychique, qui est en train de passer un quart de son temps avec les employeurs, avec les collègues, pour faciliter l'intégration, l'inclusion sociale, l'emploi des personnes avec qui vous vivez. Est-ce que c'est clair? L'avenir, c'est dans cette direction-là. On veut ces professionnels-là. On veut ce système de santé-là. Reconnaître l'usager comme acteur de son projet individuel de santé, de ses projets interpersonnels, de son projet professionnel, de son projet de santé citoyen. Bref, pas juste il s'occupe de moi, mais la personne vivant avec un trouble psychique s'occupe aussi de sa famille, s'occupe aussi est impliqué dans son quartier. Imaginez ça et gardez ça en tête que l'avenir, c'est ça. Construire sur les forces, notion clé de l'empowerment, notion clé. Strengths building in English, un focus sur les forces et les réalisations de chacun, pas sur les perceptions négatives de sa condition. Bref, lorsqu'on arrive dans le nouveau système de soins qu'on est en train d'imaginer, on veut que le professionnel devant nous regarde nos qualités, nos forces, et non pas se focaliser tout de suite sur ce qui ne va pas. Ils sont complètement tordus, ces professionnels de santé. Il faut qu'ils voient ce qui va chez la personne, parce que c'est là-dessus qu'on pourra construire. C'est là-dessus qu'on va avancer. Donc, surtout, avec les personnes vivant avec un trouble psychique, apprendre à valoriser qui vous êtes, ce que vous avez réalisé. Le projet de vie se construit sur vos espoirs personnels pour le futur, vos aspirations, votre volonté. Et la cité foisonne de possibilités parfaitement atteignables si l'accompagnement est là. C'est pas juste eux, c'est peut-être nous aussi. On est tous susceptibles d'avoir un trouble psychique. Ça ne s'arrête pas. La personne continue à apprendre, à grandir, à changer, à faire de nouveaux projets. Elle n'est pas toute seule. Nous aussi, nous continuons à apprendre, à grandir, à changer, à faire de nouveaux projets. Bref, tout le monde bouge tout le temps et c'est ça qui est génial. Est-ce que ça va être la fin? Je soupçonne que c'est la fin. Merci à vous de m'avoir écouté.
Merci Tim Grayson pour cette parole extrêmement forte qui porte tellement l'espoir, qui porte une vision qui existe déjà. D'ailleurs, vous allez voir ceux qui vont rester avec nous toute la matinée, malheureusement pas Tim qui va s'en aller, mais vous allez voir que ce genre d'équipe, ces experts avec boîte à outils qui vont au plus proche de la personne et dans sa vie avec son environnement, ça existe déjà et on va en accueillir un peu plus tard dans la matinée. Donc cette vision que vous avez, on la voit déjà à l'œuvre et c'est ça qu'on veut effectivement. Savoir ce qui marche, avoir les moyens. Vous nous avez tout à l'heure dit, mais vous devez savoir ce qui marche, vous devez avoir les moyens. On est en route dans ce chemin-là que vous nous avez montré. Merci beaucoup, Tim. Merci. Alors, les questions maintenant pour Tim Grayson. On va demander à Pierre Marchal, qui a suivi tout ça, qui a suivi le chat. Qu'est-ce qui est arrivé, Pierre, sur le chat ? Alors, bonjour Tim. Donc, on vient d'avoir une question sur le chat que je vais vous poser, Tim. Comment le patient peut-il être l'expert quand il ne se rend pas lui-même compte qu'il se rend lui-même malade, qu'il s'enferme dans son mensonge, qu'il n'accepte pas d'entendre les diagnostics de son problème psy? En premier lieu, regarde dans vos têtes, dans nos têtes à nous, non pas de le regarder comme un fou, mais de regarder quelles sont ses qualités actuelles. Faisons abstraction de ce qui ne va pas quelques secondes. Quelles sont les qualités de cette personne? C'est en ne pas focalisant uniquement sur le problème que tout d'un coup, ça laisse des portes ouvertes pour la personne de parler d'autre chose, d'ouvrir d'autres portes et d'explorer ça. Les solidarités se créent de cette façon-là. La deuxième stratégie très importante, c'est de veiller à ce qu'il y a des pères aidants autour, des gens qui ont vécu déjà ça. La troisième stratégie, excusez-moi de vous bombarder, mais changer la manière d'éduquer toute la population dès les premières années. Moi, je viens d'un système de santé où les personnes dites handicapées sont dans les mêmes classes avec tous les autres enfants dès l'école primaire. Les personnes malentendantes, les personnes malvoyantes, les personnes dites handicapées mentales. D'ailleurs, chez nous, on n'appelle plus ça des personnes handicapées mentales, on appelle ça des personnes qui pensent différemment. Ils sont dans les mêmes classes avec les autres enfants. Bref, on apprend dès le départ qu'est-ce que c'est que de penser différemment, qu'est-ce que c'est de ne pas entendre, qu'est-ce que c'est de ne pas voir. Tout enfant apprend dès l'école primaire à couvrir ses yeux pendant une journée entière, toute la classe. Et on sort de cette journée avec une beaucoup plus grande appréciation de ce qui est positif chez les personnes malvoyantes. Leur manière d'écouter, leur manière de sentir les odeurs est incroyable. Et petit à petit, on commence à reconnaître que ces personnes différentes ont d'énormes richesses. Une société qui évolue comme ça, donc pour arriver à l'objectif de ce que je voulais dire, c'est surtout aussi d'être dans une société qui éduque les gens sur la santé mentale dès le plus jeune âge. D'où je viens en Australie, vous avez des campagnes sur est-ce que vous entendez des voix? Il y a plein de gens qui entendent des voix. Parlons-en. Il y a des sites web sur lesquels les adolescents qui entendent des voix, qui ont les premiers symptômes des psychoses, etc., peuvent y aller. Bon, passer du temps avec les gens, anonymement, etc., etc., etc. On sait très bien maintenant, par exemple, que l'intervention précoce, l'accompagnement précoce de ces personnes réduit la durée de la maladie et la gravité de la maladie. La durée de la maladie, de façon ridicule, au lieu de durer 20 ans ou toute la vie, ça dure genre 5 ans. Ensuite, la gravité de la maladie, la personne arrive à gérer les voix dans la vie quotidienne, etc., etc. Juste pour vous donner une idée de la direction dans laquelle on va. Mais avec votre personne qui est difficile, qui est enfermée, qui est dans un autre monde, surtout commence à parler d'autre chose. Parlons de ce qui va. Alors, une deuxième et peut-être dernière question pour vous.
Le handicap psychique est pour beaucoup un handicap social. Quelles idées pour mettre à bas la stigmatisation? Ouf! En premier lieu, c'est tous les mouvements de Mad Pride, d'accord? C'est tout le mouvement de montrer que, quelqu'un qui pense différemment, peut-être que c'est une richesse, en premier lieu. Et de regarder comment est-ce que ça peut être une richesse d'imaginer des choses. Je pense par exemple à l'association Rêve, c'est les associations des entendeurs de voix, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'était un monsieur aux Pays-Bas, il y a une vingtaine d'années maintenant, qui a mis une annonce dans le journal. J'entends des voix. J'ai toujours entendu des voix. Je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit, surtout pas avec un médecin de ça. Et si vous avez déjà entendu des voix, vous aussi, écrivez-moi une lettre. C'était avant Internet. Il était bombardé de courriers de gens qui entendent des voix et qui n'ont jamais parlé avec qui que ce soit. Et ces associations sont ensuite créées en France. Bref, la stigmatisation est tellement forte dans la plupart des pays que les gens ne consultent pas, et beaucoup trop tard. Mais maintenant, avec le monde de l'Internet, ça devient beaucoup plus facile de créer des lieux où ces gens peuvent se rencontrer, peuvent commencer à se dire, peut-être qu'il y a des lieux où je peux consulter tranquillement et sans me sentir rejeté. Beaucoup de personnes vivent avec un trouble psychique, par exemple, disent, vous voulez que j'aille chez un médecin généraliste, vous rêvez. Il n'a pas envie que je sois dans sa salle d'attente. On entend ce discours des personnes vivant comme psychose, des personnes usagées de drogue, par exemple.